Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Bonjour Mehdi Djahadi. Bonjour. Vous présentez un nouveau spectacle à Avignon. Pouvez-vous déjà nous dire qui vous êtes ? Alors, Mehdi Djahadi, comme vous l'avez dit, je suis un auteur, comédien et producteur depuis une dizaine d'années, à la fois au cinéma, mais depuis quelque temps, j'écris des seuls en scène sur des sujets de société et que j'aborde avec humour, mais réflexion. Oui, parce que du coup, vous présentez un nouveau spectacle, comme je le disais, après Coming Out, que vous avez joué un certain temps, qui a été nommé aux Molières, c'est ça, en 2023. C'était déjà un spectacle où vous faisiez un coming out, et celui-ci, Couleur framboise, est un peu un nouveau coming out. Enfin, pouvez-vous nous en dire plus et d'où vient le titre ? Déjà, effectivement, coming out dans le précédent, c'était un coming out spirituel. Je racontais comment j'étais passé de l'islam au catholicisme et toutes les questions que ça posait de liberté de conscience. Voilà, c'est un spectacle qui était très rassembleur, vraiment très laïque. Et là, avec Couleur framboise, là aussi, je pars d'une chose intime que j'ai vécue, qui était l'infertilité masculine et qui est un prétexte pour aller aborder des sujets de société comme la masculinité, comme la parentalité, comme le poids des traditions et des religions, la médecine, la bioéthique, comment on vit tout ça, comment on traverse tout ça et le rapport à l'écologie parce que c'est un vrai problème de santé publique aujourd'hui et voilà, j'ai décidé d'en parler et de faire réfléchir sur ces questions. Oui, vous avez une réflexion qui est ouverte à toutes les formes de pensée, religieuses ou non, athées. Enfin, vous pouvez vous adresser à toute personne humaine, qui traverse des questionnements éthiques, des questionnements autour du désir d'enfant, de la fertilité masculine dans votre cas, mais c'est ouvert à... Et qu'est-ce que vous avez voulu nous dire ? Vous réfléchissez aussi à comment on traverse ces événements, comment on fait face à ces épreuves, comment... Ouais, un des points de départ, c'était dans quelles ressources on va puiser quand on est face à une épreuve. L'épreuve du deuil, l'épreuve de la maladie. Alors certains, c'est la foi qui les aide, d'autres, c'est la méditation, d'autres, que sais-je. Moi, effectivement, déjà, ça c'est un des sujets du spectacle, c'est à quoi on se raccroche quand on est face à une épreuve. Et puis deuxièmement, c'était de montrer justement, je fais parler trois consciences qui sont en moi sur scène, la conscience musulmane, la conscience chrétienne et une conscience athée qui est aussi là, rationnelle, laïque, ouverte, où tout le monde peut s'y retrouver. Et puis je montre qu'effectivement, il y a aussi cette grande richesse et cette grande diversité en France sur ces sujets-là et qu'il faut, plutôt que de se crisper et vouloir convaincre l'autre que ce qu'on pense est bien, parfois il faut juste accompagner et puis écouter et rencontrer et de savoir que tout ça c'est aussi mouvant, c'est que oui, face à des questions bioéthiques, on se pose des questions et on essaie d'y trouver des réponses. Et moi, je me suis posé ces questions-là et je rejoins un peu tout le monde dans ces questionnements parce qu'on est tous un peu faits de ce qu'on a reçu, de ce qu'on choisit, de comment on évolue face aux situations. Et voilà, je trouvais qu'en ça, c'était l'intime rejoignait l'universel. Il y a quelque chose de profondément humain, puisque quelle que soit sa religion, ça pourrait être d'autres religions, même... on peut être touché par ces questionnements et par comment les traverser. Et j'imagine, et oui, chaque voix vous répond ou vous accompagne suivant les moments aussi un peu. Oui, et vos rencontres. Ouais, Parce que exactement. c'est aussi un chemin de rencontre avec des personnes qui peuvent être aussi bien des médecins. Je n'allais pas dire des gourous peut-être, mais comment le développement personnel aussi. Comment différentes formes peuvent vous accompagner. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi cette question je fais une trentaine de personnages. Je voulais montrer effectivement que dans ces ressources, notamment par exemple, je prends la masculinité, j'ai tout un stage de déconstruction où on est plein d'hommes qui vivons des réalités différentes. Il y en a un qui veut faire une vasectomie parce que il est écolo et que être écolo ça coûte cher. Un autre c'est un couple gay qui veulent avoir un enfant mais qui sont peut-être obligés d'aller à l'étranger. Quelqu'un qui a pas envie de reproduire la violence parce que c'est un enfant battu, il va avoir un fils et il a pas envie de reproduire. Donc j'essayais d'avoir un portrait une galerie de plein d'hommes sur le stage de déconstruction. Et puis effectivement, sur les ressources spirituelles, oui, le yoga peut aider, de même que la prière, de même que il y a un moment donné, il y a un moine qui chante un chant de l'espérance en me disant il faut garder l'espérance. Donc voilà, c'est aussi un peu où est-ce qu'on va piocher, qu'est-ce qui nous fait du bien, notamment sur ces questions qui sont très tabous. Les fausses couches, c'est tabou. D'ailleurs, on dit plus fausse couche, il faut dire grossesse interrompue. Voilà, et comment on essaye de s'en parler et de se dire que
il y a quand même une question qui est la baisse de la natalité au niveau mondial. Et moi, j'interroge les causes, le perturbateur endocrinien, le stress. Il y a une génération qui ne veut pas avoir d'enfants. Il y a une génération qui aimerait, mais qui n'a pas les moyens d'avoir des enfants. Donc voilà, c'est une question même écologique. On prend soin des abeilles. Et ben, faut aussi prendre soin de l'homme et de la femme dans cette grande écologie intégrale. Et soit on se dit, bah en fait, c'est bien qu'on s'éteigne, et peut-être que c'est ce qu'il faut. Mais voilà, moi, là où je suis, un homme de son temps, 2025, j'essaye voilà de questionner qu'est-ce que c'est que de vouloir un enfant à notre époque. Oui. Et justement, est-ce que vous trouvez que le théâtre peut nous aider à réfléchir à ces questions éthiques, environnementales? Est-ce qu'il nous donne une distance pour réfléchir? Est-ce qu'il nous permet de rencontrer des personnages de manière moins austère peut-être qu'un bouquin ou une conférence? Quelle est la vertu du théâtre finalement Le théâtre est profondément politique. Moi, en tout cas, c'est le théâtre que je défends. Il est pas, en tout cas dans mon travail, il n'est pas militant. Il pose des questions, il ne donne pas de réponses. Je pose des questions sur la société, mais j'essaye de ne pas donner de réponses toutes faites en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. Et aujourd'hui, on est dans l'ère aussi du numérique où on regarde 3 posts Instagram, 2 vidéos, 2 réels, et puis on pense que ça nous a donné quelque chose, un savoir. Et moi, voilà, j'essaye à travers le théâtre de faire réfléchir. Alors par le rire, c'est vrai, parce qu'on rit beaucoup dans le spectacle. Je peux la salle en témoignait hier soir. C'est vrai que il y a beaucoup d'humour, mais là aussi l'humour est un prétexte pour aller parler de choses plus sérieuses, et encore une fois avec bienveillance. Moi, c'est vraiment le cadre de mon travail, c'est de regarder chacun des personnages avec bienveillance. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Comment je le regarde? Comment je le rencontre? Et peut-être que de le rencontrer dans sa réalité va me faire changer peut-être de position, ou en tout cas va m'interpeller. Et là, alors peut-être c'est en ça où c'est très politique au sens politicien. Moi, je défends une France riche, multiculturelle, pleine de diversité, et c'est l'exception française. Et voilà, je m'inscris en tout cas dans cet idéal peut-être un peu utopiste de dire on a la chance d'être dans un pays riche de diversité culturelle, politique, et il faut le cultiver. Où l'on peut s'enrichir d'ailleurs, où on peut avancer soi-même. Exactement. Dans un jugement qu'on pensait fixé, mais qui finalement peut évoluer devant l'expérience. Devant l'expérience, les rencontres avec l'autre. Moi, je suis un partisan de la rencontre. Avec l'autre, oui. C'est par la rencontre que vous rencontrez l'autre dans sa différence et qui viennent vous dire quelque chose et vous faire bouger. Moi, je dis souvent, oui, si je me regarde le nombril, oui, je peux tourner sur moi-même et c'est sans fin. Mais si je vais voir l'autre, si je sors de moi-même pour comprendre l'autre, alors il y a un chemin, alors il y a une rencontre, et tout passe par la rencontre. Encore une fois, à l'ère du numérique où on se parle que par réseau virtuel. Et donc, voilà, je suis peut-être un militant de la rencontre, et c'est ce que j'essaie d'amener sur scène. Sur le virtuel, un petit passage très drôle qui mérite de venir, rien que pour ça. Et je me demandais comment vous travaillez justement vos spectacles. Est-ce que l'écriture, c'est surtout vous? Vous avez un metteur en scène? Comment ça se passe? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous interrogez des gens? Ça part aussi de votre expérience personnelle. Ouais, alors de l'expérience personnelle, je me dis il y a un sujet, une urgence à raconter quelque chose. Là, je trouvais qu'il y avait un sujet pour aller aborder d'autres sujets. Et à partir de là, le travail est en 3 temps. Le premier, c'est que j'en parle avec mon co-auteur. Ensuite, je rêve autour du projet. J'écoute des podcasts, je me renseigne, je lis. Je commence à dessiner des personnages. Et ensuite, on le structure. Et puis, on passe dans une phase d'écriture où là, pareil, dans l'écriture, typiquement pour Couleur Framboise, comme on parle de sexualité, qu'on va très loin, on avait un peu des mots-clés. Élégance, on voulait pas que ce soit voilà, utiliser un langage ordurier ou graveleux. Mais tout en allant très loin. Voilà, et ensuite on écrit à 4 mains, et finalement on répète assez peu. Moi, je trouve que mes personnages, au fur et à mesure, prennent de l'épaisseur. J'aime les incarner, et j'aime quand c'est eux qui finalement presque prennent le pouvoir sur scène, et parfois même dans des moments d'improvisation et de poésie, parce que parfois même quand il y a de l'impro avec le public, les personnages peuvent réagir. Mais voilà, il y a d'abord ce travail de sujet, ensuite de rêverie, et puis après d'écriture.
Et du coup, vous improvisez un peu sur scène? Je prends en compte le réel, c'est-à-dire dès qu'il y a un événement, la salle, des réactions, des rires, un événement un peu improbable, une fois quelqu'un voulait sortir de la salle parce que soi-disant qu'il riait trop fort. Donc on a trouvé ça drôle, donc j'ai un personnage a réagi dessus. Donc voilà, il n'y a pas d'impro au sens où moi je fais pas du stand-up et je ne vais pas. C'est très écrit et puis je fais avec le réel, mais ensuite, je réembarque le spectateur et spectatrice dans le récit. Et j'ai une écriture très musicale où en fait le jazz pour le coup m'inspire beaucoup. Et un peu à la manière du jazz, dès qu'on commence le thème, on part voilà et jusqu'au bout. Et le spectacle dure 1h06 et on essaye de faire en sorte qu'à chaque fois, voilà, ce soit rythmé. Et vous le présentez à Avignon pour la première fois. Vous l'avez pas joué assez peu avant? Non, c'est vrai, j'ai fait 3 exceptionnels à Paris, au studio des Champs-Élysées, qui était un peu le crash test. Parce que revenir après un certain succès sur Coming Out, c'était pas facile. Il faut se renouveler, Donc voilà, c'était. Et puis Avignon, qui est vraiment voilà le saut dans l'inconnu et de faire en sorte que oui, je sais qu'il y a un public exigeant et j'avais à cœur de venir interpeller ce public et faire en sorte qu'il découvre un peu cet univers avec couleur framboise. Et vous aimez justement venir à Avignon? C'est aussi l'occasion de tracter, de rencontrer le public plus que à Paris ou Ouais. Évidemment, il y a l'univers, il y a l'atmosphère d'Avignon. C'est aller à la rencontre de chacun, parler de son spectacle, essayer de convaincre en quelques mots. Il y a plus de 1700 spectacles, donc c'est énorme. Certains viennent en plus, savent exactement ce qu'ils vont voir. Donc tout l'enjeu, c'est justement de se faire connaître. Et les gens sont très bienveillants. C'est rare de trouver des moments comme ça où pendant un mois, vous pouvez parler avec la table d'à côté, que vous ayez un spectacle d'ailleurs à proposer ou pas. Et puis le fameux bouche à oreille, c'est ça, vous êtes à une terrasse de café, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu ça, ça c'est super. Et puis même entre nous, entre comédiennes, comédiens, on se voit le soir, on discute, on échange. Et là aussi, c'est précieux dans une période où oui, il y a une réalité politique, économique. Là, ça fait du bien d'avoir aussi ces espèces de parenthèses où on peut rire, boire des pacalos et aller voir du théâtre, quoi. Sous le soleil. Sous le soleil, exactement. Alors, je posais la question. Quelles seraient les 3 bonnes raisons de venir voir le spectacle? On rit, on pleure, on réfléchit. Alors c'est 3 mots, mais je crois que ça se caractérise un peu le spectacle. On passe un bon moment, on rit parce que les personnages sont drôles, on pleure parce qu'il y a des moments un peu de drame, et puis on réfléchit parce que voilà, ça apporte aussi plein de pistes de réflexion. Donc voilà, c'est un peu et puis on est tous concernés aussi de près ou de loin. Aujourd'hui, une personne sur 4 est atteinte d'infertilité. À horizon 2050, c'est une personne sur 2 qui devra passer par un parcours PMA pour avoir un enfant. En même temps, on nous dit qu'il faut plus faire d'enfants. Donc c'est une question de société. Et là, voilà, encore une fois, j'utilise le théâtre pour que justement on questionne ensemble, on réfléchisse ensemble sur ces questions. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, Mehdi Djadi. Donc vous êtes à la Scala pour tout le festival? C'est ça. Il y a des relâches? Oui, les lundis, puis quelques jours, mais sinon on joue tous les soirs à 19h30 à la Scala Provence. Merci beaucoup et bon festival. Merci. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.